On pourrait même dire qu'il a été depuis longtemps un lanceur d'alerte sur le Made in France et la disparition du savoir-faire français. Il a exercé des responsabilités politiques. Il a été à Bercy, il a dirigé le ministère de l'économie. Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour messieurs, madame. Bonjour. Comment va la compagnie des amandes? Écoutez, nos ventes sont en décollage vertical. Nous prenons des parts de marché à l'amande américaine qui contrôle 80% du marché mondial. Les Français consomment l'année dernière 49 000 tonnes. C'est quand même un marché d'un demi-milliard quand même en France. Donc on consomme de l'amande. C'est de l'amande américaine achetée par les Espagnols, les Allemands, les Italiens, les Hollandais, réexportée en France. Nous avons décidé de replanter en France, recréer de la richesse en France et reprendre des parts de marché aux Américains. Et nous le faisons dans une stratégie collective de filière. Donc là, on est en train de monter notre usine de casse. D'ailleurs, elle a commencé à travailler ce matin pour casser les 250 premières tonnes d'amandes. Et nous sommes maintenant en vente chez Carrefour, Grand Frais, et on peut être compétitif et les grands pâtissiers, les grands chocolatiers. Il y en a un certain nombre, dont la durée et beaucoup. Et on peut être compétitif par rapport aux Américains? On peut l'être. Pourquoi? Parce que notre amande, elle a du goût. Elle a moins de rendement parce que nous, on économise, on est un peu, comment dire, respectueux de la biodiversité. On respecte l'eau, on évite les excès des Américains qui, eux, plantent avec des intrants chimiques des arbres dans le désert à 50 degrés au mois de juin, juillet, et qui fabriquent du papier mâché, du carton-pâte à manger. Est-ce qu'on est compétitif financièrement parlant? Financièrement, tout le monde la veut parce qu'il n'y en a pas. Donc pour l'instant, nous avons du mal à subvenir à la demande. Et sur la compétitivité, on est au même niveau finalement que les Espagnols à peu près, et même les Marocains. Pourquoi? Parce que là où il n'y a plus d'eau, il y a encore moins de rendement. Nous, on a encore de l'eau en France. Et pourquoi? Parce que Louis XIV et le général de Gaulle ont fabriqué tout le système d'irrigation sur lequel l'agriculture du sud de la France peut être prospère. Donc je peux vous dire, nous avons reçu 7500 hectares de déclaration de candidature d'agriculteurs du midi de la France pour venir travailler avec nous. On n'a pas pu tous les accueillir. Donc c'est des partenariats d'agriculteurs, quoi, en fait. Nous sommes associés avec eux. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on monte une boîte pour planter l'arbre, le faire grandir, le tailler, l'élever et le faire fructifier sur la terre de l'agriculteur, chez l'agriculteur, mais sous son contrôle à lui, c'est lui le patron. Mais nous, on finance, on le dérisque financièrement, on le dérisque économiquement, on le dérisque techniquement et commercialement. Et il s'y retrouve, l'agriculteur, il gagne sa vie. Si vous voulez, oui, c'est le deal. L'idée, c'est que l'agriculteur... Écoutez, moi, au début, il y a 5 ans, quand on a monté la compagnie des amandes, on avait juste des documents, ce qu'on dit des diapositives, en français moderne, des slides. Et donc, on est allé voir les agriculteurs, ils nous ont dit, mais monsieur Montebourg, la mariée est trop belle, il y a un loup, pourquoi? Nous avait dit ça. Parce qu'on a dit, quand on monte une start-up dans la tech, on paye les gens avant même qu'on ait du chiffre d'affaires. Vous acceptez de travailler gratuitement avant la récolte. Or, la récolte, c'est au bout de 5 ans. Donc, pendant 5 ans, si moi, je vais voir des agriculteurs, je leur dis, vous travaillez gratuitement pendant 5 ans, puis on verra après. Non. Donc, on a décidé de payer les agriculteurs pour leur travail pendant toute la période d'élevage de l'arbre. Et c'est la raison pour laquelle cette compagnie est devenue dans le Midi. Alors, elle est très apprécié de tout le monde, les élus, les chambres, les agriculteurs. Nous avons dans notre capitale la première coopérative du sud de la France, Artéris, 1 milliard de chiffre d'affaires, 25 000 agriculteurs. Donc moi, j'ai dit souvent, je suis associé à 25 000 agriculteurs du midi de la France. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui est en train de s'étendre et de faire florès. Parce que payer l'agriculteur, le payer pour son travail, et s'associer avec lui pour qu'il ne soit pas surendetté, parce que c'est nous qui portons la dette. Parce qu'on est sur notre coup, et ça marche. À vous écouter... Donc on va faire 1,2 million de chiffre d'affaires cette année. À vous écouter... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que vous éclatez plus en faisant cela qu'en politique. C'est concret, ça. Écoutez, c'est la politique, c'est difficile. À quand la pistache? La pistache, c'est un trop petit marché encore, mais je veux saluer mon ami Damat qui plante des pistachiers. Mais c'est long, la pistache. C'est un plus petit marché que l'amande. Mais alors, la question politique, c'est quoi? C'est destructif et conflictuel. Voilà. L'entreprise, c'est constructif et rassembleur. Je préfère, attendez, c'est beaucoup plus agréable. Qu'est-ce qu'il y a, M. Cordeban? je reviens sur l'amende, là. Il y a un truc qui me perturbe. Vous avez parlé qu'il n'y avait pas de problème par rapport au réchauffement climatique avec l'eau.
Pourtant, en Provence aujourd'hui, je vis en Provence. Je vis dans le pays de l'amande. C'est très compliqué quand même la sécheresse. Non, mais je vais vous dire, on met moins d'eau sur un amandier que sur un pêcher, un abricotier, un pommier. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est du fruit sec, c'est pas du fruit frais. Donc évidemment, il y a moins d'eau. Donc on a une méthodologie d'économie de l'eau. D'ailleurs, on travaille avec des Israéliens qui nous font le compte-gouttes. Je peux vous dire, c'est les meilleurs du monde. Hein. Alors, à vous écouter, vous êtes toujours aussi motivé pour défendre le Made in France. En ce moment, il y a un grand débat autour de Chine, hein, ce géant asiatique. Est-ce qu'on a raison de lancer cette bataille et d'essayer d'imposer à Chine que ce géant asiatique respecte un peu plus nos normes, nos règlements, avec cette menace de suspension? Mais qu'est-ce que font les Chinois quand on veut importer chez eux? Ils nous imposent leurs lois. Ben, qu'est-ce que doivent faire les Chinois quand ils viennent chez nous? On leur impose nos lois. Et nos lois, elles peuvent être très désagréables. Car les lois chinoises sont très désagréables avec nous. Les Américains, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils font mieux. Ils disent, je vais appliquer mon droit à vous, même si vous venez pas chez nous, même si vous n'utilisez pas le dollar. Donc, ça suffit. Donc les empires qui exportent leurs lois, nous, on n'en est pas là. On en a essayé de faire appliquer les nôtres chez nous. Donc, on est trop faible? Bien sûr. Et pourquoi? Parce qu'on est, vous savez, il y avait un théoricien du parti républicain américain bien avant Trump, il y a 25 ans, il s'appelait Kagan. Il avait dit, nous sommes gouvernés, les Américains, par Mars, le dieu de la guerre. Mais alors les Européens, ils sont gouvernés par Vénus, la déesse de l'amour. Nous, on aime tout le monde, mais on se fait prendre, j'ose dire. Excusez-moi, vous avez quand même été à la tête de l'État. À la tête, non. J'aurais bien voulu, je veux dire. Dans les équipes, je veux dire. Et pourquoi vous l'avez pas fait, quoi? C'est toujours pareil, on vous entend parler après, mais quand vous y êtes... Faut reconnaître à Arnaud Montebourg que là-dessus... Ce camp de bord, il a un petit problème de mémoire. Je vais vous envoyer, j'ai fait un livre qui s'appelle L'engagement. Je raconte mon engagement comme ministre de l'économie et de l'industrie. Et j'ai raconté comment... D'abord, j'étais pas tout seul, vous avez un chef. Président, vous avez un sous-chef, le Premier ministre, vous avez des collègues, vous avez l'administration, vous avez l'opinion, les réseaux sociaux, On fait et j'ai fait. Est-ce que c'est suffisant? Non. Mais est-ce qu'on a marqué des points? Oui. Donc, M. Candebord, vous allez lire mon livre, puis après, vous allez changer de ton. Parce que vous comprendrez à quel point c'est difficile. C'est plus difficile que faire la cuisine. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Là, je suis pas d'accord avec vous. C'est une volonté. C'est un engagement. Non, parce que vous, quand vous êtes au fourneau, c'est vous. C'est moi qui décide. Voilà. Mais moi, quand je suis au fourneau, c'est pas moi qui décide. Oui, mais il y a l'Europe, le président, Bruxelles, ma belle-sœur, le chien du président. Oui, mais Arnaud, justement, les Français, on a l'impression que le politique a plein de volonté, s'engage, mais que derrière, ça ne peut pas suivre parce qu'il y a effectivement l'Europe, les fonctionnaires, l'administration. Attendez, les fonctionnaires, ils sont faits pour être commandés. Mais ils ne le sont pas toujours. Mais ça, je l'ai fait. C'est intéressant à faire. C'est difficile, il faut avoir un poids parce que ça suppose d'en virer de temps en temps. Et d'en remercier et d'honorer ceux qui font bien leur travail. Et d'ailleurs, ils aiment être commandés. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de chef. Quand ils n'ont pas de chef, ils font ce qu'ils veulent. Sauf qu'aujourd'hui, les ministres valent. C'est pas fini. Donc ils n'ont pas de... Voilà, il n'y a pas de ministre. Voilà, les gouvernements sont trop faibles. Mais je vais vous dire, on a un sujet sérieux, institutionnel, avec la répartition des compétences avec l'Europe. L'Europe, c'est un système invasif. C'est-à-dire qu'il s'occupe de tout et il bloque les nations. Or, les nations pourraient faire des choses beaucoup mieux que ce que fait l'Europe. L'Europe nous paralyse. Aujourd'hui, on nous avait dit, on nous a vendu déjà le traité constitutionnel européen. Moi, j'ai voté non en 2005. Oui. J'avais fait campagne à l'époque. J'ai dit, ça marche. Les Français aussi avaient voté non. Et les Français aussi. D'ailleurs, on les a un petit peu en papaouté derrière. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, le problème, c'est que l'Union européenne a décidé de prendre de plus en plus de poids et de pouvoir. Or, elle est hors traité. Donc, il y a un moment, il faut faire comme les Allemands. Ils ont une cour constitutionnelle qui s'appelle Karlsruhe, qui bloque toutes les décisions européennes qui sont hors traité. Nous, on a des juges qui ne font pas ce travail. Le Conseil constitutionnel ne le fait pas, le Conseil d'État ne le fait pas, le Cour de cassation ne le fait pas. Donc déjà, pourquoi ils le font pas? Mais pourquoi ils le font pas? Parce qu'ils ils ont la bruxellose. Vous savez, moi, ma grand-mère, elle me disait, mes lapins, ils ont les yeux rouges, ils ont la myxomatose. Moi, je vois les fonctionnaires, ils ont les yeux rouges, ils ont la bruxellose. C'est-à-dire qu'ils sont colonisés par l'idée que si on n'est pas très européen, on est forcément nationaliste, on est le pénis, c'est pas bien. Moi, je suis désolé, la nation, elle appartient à tous les Français. Et donc, la question du poids que nous pouvons exercer dans l'action publique, comme France, comme nation France, doit être renforcée. Mais alors, vous étiez avec nous l'année dernière. Vous aviez, à Lyon.
Et ici même, au Salon du Made in France, vous aviez ouais. concédé avec beaucoup de classe que vous n'étiez plus socialiste. Mais cette année, il faut le dire franchement, et on vous en remercie, vous êtes devenu réac. Alors lui, franchement, on va l'enfermer, ce coup-là. C'est qui ce gars-là quand même? Vous l'invitez à chaque fois avec moi. Mais oui. Mais lui, il fait que de la politique. Moi, pas du tout. Pas du tout, c'est Les fini pour moi. députés sont les ennemis des riches. Vous êtes devenu l'ami des ruches. Bon, vous avez tout préparé vos Et Arnaud trucs. Montebourg, justement le spectacle politique, la difficulté, ce qui se passe à l'Assemblée, on n'arrive pas à faire voter un budget. Est-ce que ça vous donne envie d'y retourner pour essayer de trouver des solutions? Ou au contraire, vous dites j'ai bien fait de partir? Non, mais écoutez, moi j'ai fait mon temps. Hein. J'ai été 18 ans élu. J'ai eu des responsabilités parfois écrasantes. J'ai fait ce que j'ai pu. Je dis pas que tout a été réussi, loin de là, vraiment. Bon, j'ai essayé faire avancer quelques causes. Maintenant, place à la nouvelle génération. Moi, je suis très heureux dans ma vie. J'ai besoin aussi de construire la troisième vie. J'étais avocat avant de faire la politique. Oui. J'étais pénaliste, je défendais les innocents. De temps en temps, quelques coupables aussi. Hein. Et puis après, j'ai été élu. J'avais 30 ans. J'en ai 60. J'ai fait 18 ans. Donc là, c'est votre troisième vie. C'est ma troisième vie. C'est une vie passionnante. Dans les usines, puisque je suis dans le nucléaire, dans le lithium, dans l'industrie, l'agriculture, je bâtis des entreprises de souveraineté. Dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les matières premières. C'est c'est ce que je peux faire. D'abord de passionnant, et je le fais pour rendre finalement à la France la confiance qu'elle m'a donnée. Moi, je dis souvent aux habitants de Saône-et-Loire où j'habite encore, je leur dis, j'ai jamais été battu aux élections, vous m'avez élu pendant 18 ans avec une forme de fidélité, j'ai jamais été battu, j'ai pas voulu continuer, donc j'ai laissé ma place, et franchement, je leur dois ça. Donc c'est une restitution d'amitié. Le carnet d'adresse, il sert encore pour débloquer des dossiers économiques d'entreprise ou pas? On dit qu'en France, c'est le réseau. Je dirais pas que c'est le carnet d'adresse, je dirais que c'est le poids attaché à ce qu'on fait. C'est sûr que les préfets nous prennent au téléphone quand on a un problème administratif. C'est pas donné à tout le monde. Mais en même temps, ils les résolvent. Et ils ont le pouvoir de les résoudre. Qu'elles ont un pouvoir de dérogation. Je le dis ici à tous les entrepreneurs, ne pensez pas que la loi est la loi. La loi est la loi. Si on décide qu'il n'y a personne d'autre pour la faire appliquer d'une façon différente. Vous restez avec nous, Arnaud Montebourg. Question de Joël Dagosseri, d'Emmanuel Devilliers, d'Yves Candebord. Arnaud Montebourg devenu chef d'entreprise. Là, c'est la compagnie des amandes. Cette année, nous vendons les amandes au Salon du Made in France. Venez les déguster, elles sont goûtues et charnues. Et c'est pas le papier mâché. Vous avez venu sans amandes des Américains. Allez, à tout de suite en direct du Salon du Made in France avec Arnaud Montebourg. Alors Joël, avec Arnaud Montebourg. Petite question à Monsieur Montebourg, que vraiment, alors Monsieur Montebourg, je savais pas que j'allais vous dire ça un jour, mais je vous admire parce que quand je regarde la classe politique aujourd'hui, j'ai l'impression que vous parlez de vraies choses. Et je me demande si vous ne pourriez pas faire des sortes de masterclass pour la reconversion. Parce qu'aujourd'hui, en fait, moi, je crève, et je trouve qu'on crève d'hommes politiques qui ne savent pas ce que c'est. Moi, je suis une petite entrepreneur, qui ne savent pas ce que c'est un chiffre d'affaires, un coût de production, de la rentabilité, ce que ça fait de monter de ses propres mains quelque chose, une entreprise. Et quand je vous entends parler, je me dis, mais vous avez réussi à avoir 3 vies. Et là, moi, j'ai des politiques qui ne font que ça, qui ne font que ça. Qui n'ont qu'une vie. Qui n'ont qu'une vie, mais j'ai envie de dire pas de vie. Pas de vie. Donc là, je suis à 2 doigts de vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux, comment vous pouvez les aider, en fait, à faire quelque chose de leurs 10 doigts. Je ne sais pas quoi vous répondre, hein, franchement. Vous exagérez un peu. Il y a quand même, tout le monde n'est pas à jeter. Il y a quand même des capacités, des aptitudes, des savoir-faire. Quand vous voyez par exemple François Hollande qui redevient député, est-ce que Joker. En fait, il y a des gens qui sont capables, mais la mécanique du débat politique vous tire vers des fondamentaux qui ne sont pas ceux de la vraie vie. Donc tout le problème, c'est de maintenir un niveau de discours qui soit concret, pratique et qui parle aux Français. Donc en ce moment, la situation est quand même très difficile parce qu'ils sont entre eux.
sur des négociations qui d'ailleurs n'en sont pas vraiment, c'est surtout des bagarres. C'est-à-dire qu'il y a eu cette histoire de Front républicain où finalement tous les partis politiques ont dit vous allez voter, ont demandé à leurs électeurs de voter contre leur conscience pour empêcher un autre parti d'arriver au pouvoir. C'est factuel ce que je dis. Il n'y a pas de jugement de ma part. Et donc, les gens de droite ont voté pour les gens de gauche, les gens de gauche et les gens de droite. Puis après, quand ils sont arrivés à l'Assemblée nationale, eux n'ont pas voté contre leur conscience. Alors que les Français l'avaient fait en les mandatant. Et donc, ils se sont mis à reprendre leurs marqueurs, leurs obsessions. Et donc, tout ça a explosé. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de gouvernement. Et on en sort comment, et qu'il n'y a pas de majorité possible, qu'il n'y a pas de compromis. Parce qu'on a un niveau de discours politique qui s'est appauvri et qui manque de rejoindre par la hauteur de vue l'intérêt national. Mais est-ce que vous êtes optimiste sur la sortie de crise ou au contraire, vous dites malheureusement on est dans une situation qui va rester bloquée pendant un certain temps? Je vois pas comment on pourrait éviter de retourner aux élections. C'est les électeurs. S'il y avait le général de Gaulle ou même François Mitterrand, pour moi je les mets à peu près, c'est les deux monstres sacrés de la Ve République, ils seraient retournés devant les électeurs pour régler le problème. Pas le laisser s'envenimer. Et les électeurs, le patron, c'est qui? C'est qui le patron, M. Kant? C'est moi. Non, c'est pas vous. Oui, mais c'est tout le monde. D'accord, mais attendez, parce que là, je m'adresse au chef d'entreprise, à celui qui court le client, qui essaie d'avoir, vous l'avez dit vous-même, un chiffre d'affaires, un résultat net. Quand vous voyez qu'il y a 34 milliards d'euros d'impôts supplémentaires qui sont votés, je sais pas, comment vous réagissez? Vous dites, on peut pas faire autrement, les bras m'en tombent, comment vous réagissez, monsieur Montebourg? Écoutez, ça fait des années, on a un système de protection sociale de pays riches, mais une activité économique de pays pauvres. C'est ça. Donc on ne finance pas, par notre activité, notre train de vie, en quelque sorte. C'est pour ça qu'on s'endette. Donc qu'est-ce qu'on a toujours fait? On a décidé d'aller chercher les recettes pour compenser le déficit. Ce qui ne règle rien, puisqu'on appauvrit ceux qui sont capables de faire de la recette pour améliorer l'équilibre. Donc moi, je ne suis pas un obsédé du déficit des finances publiques. Je suis au contraire un obsédé de l'autre déficit, dont on ne parle que trop peu, qui est le déficit du commerce. Du déficit commercial qui fait que nous sommes la lanterne rouge de l'Union européenne. On fait moins bien même que la Grèce maintenant. Pourquoi? Nous avons 100 milliards de déficit, c'est-à-dire qu'en fait, on achète tout ce qu'on consomme, on ne le produit pas, donc conséquence, on s'appauvrit. Puisqu'on fait un chèque aux Chinois de 30 milliards par an, aux Allemands de 30 milliards, enfin à peu près, grosso modo. Et donc, c'est de l'argent qui part, au lieu qu'il reste en France, produise de la richesse, augmente la base de la taxation sans qu'on ait augmenté les impôts. Vous comprenez? C'est ça. Donc, comme on ne parle jamais de ça, en fait, le vrai sujet, c'est qu'il faut rééquilibrer la balance commerciale. Et avec ça, vous allez régler vos problèmes de finances publiques. Mais personne n'en parle. Les Allemands sont en excédent de 200 milliards. Oui. Nous, on est en déficit de 100 milliards. Les Italiens sont en excédent de 60 milliards. Les Belges, les Hollandais, les Espagnols, ils sont tous en excédent. Nous, on a un déficit. Donc, en fait, on leur donne notre argent. Donc, on s'appauvrit. On ne peut pas remonter la pente avec des impôts. On ne le peut qu'avec l'augmentation de l'activité économique. D'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas. Nous avons quand vous prenez la population en âge de travailler, population active, en France, 68% des Français sont au travail. En Allemagne, 76%. Donc il n'y a pas assez d'activité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Faut créer des boîtes. Il faut monter des modèles nouveaux, compétitifs. Et puis il faut se remettre à produire en France. Vive le Made in France et son salon, venez tous. Et donc je dis, quand je vois un jeune, je lui dis monte une boîte. Je vois un vieux, je lui dis monte une boîte. Et travaillons. Et vous allez voir, on va régler le problème en 10 ans. Ouais, mais enfin, il faut monter une boîte, il faut trouver le créneau d'activité, il faut être compétitif. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Mais c'est comme ça qu'on fera. De toute façon, on en a vu d'autres en France. Vous savez, en 58, c'était pas brillant. La sortie de la 4e République, la guerre d'Algérie. On était plombés. On est un peu dans cette ambiance. Un peu cette ambiance, oui. Et donc, il va falloir le faire. Écoutez, moi, j'ai hérité, quand j'étais élu, j'étais président de mon département, la Saône-et-Loire. J'ai hérité d'un département qui était en quasi-faillite, on n'avait plus d'argent. On risquait d'être mis sous tutelle du préfet. Je prends le truc, on me l'avait donné, elle dit ok Arnaud, tu t'en occupes. Je m'en occupe, je suis élu, je deviens président. Je découvre, c'est quand même un budget d'1,5 milliard, 500 millions. Je leur dis, écoutez, je vais faire un plan de sauvetage de diminution des dépenses de 56 millions, 11%.
Je peux vous dire, tout le monde était contre, le BTP, les chambres de commerce, mes élus, la majorité, l'opposition, les partenaires sociaux, ils étaient tous contre. Je dis, écoutez, on va aller voir les Français de Saône-et-Loire, les citoyens. J'ai fait tous les cantons, on a expliqué, les salles étaient bondées, les gens s'intéressaient à ça. Eh bien, on l'a fait, le plan. Alors, à un moment, évidemment, j'étais obligé de mettre ma responsabilité. Je dis, écoutez, soit on fait ce plan de sauvetage, maintenant on a assez négocié, ça a duré 6 mois, soit vous trouvez un autre président qui mettra sous tutelle le département, mais ce ne sera pas moi. Et les gars, ils ont voté. On a fait le plan de sauvetage, on a gagné les élections. Ils me disaient, mais on va se faire étriller, les Français vont nous taper dessus. On a gagné les élections à gauche. Car vous vous souvenez, j'étais de gauche. Alors, il n'y a que la valeur qui compte dans la vie, la valeur personnelle. Vous avez du talent, vous le démontrez encore ce matin avec cette flamboyance. Vous étiez socialiste, mais tout est pardonné. Mais monsieur de Villiers, lui, ne parle que par, slogan. Toujours. Il ne fait pas de phrase de plus de 2 secondes. Non, vous avez remarqué. Mais sauf qu'aujourd'hui, on n'entend pas ce langage de vérité à l'Assemblée nationale. Enfin, ce langage de vérité, si, des économistes. Écoutez, je vais vous dire un truc. J'ai un message personnel à passer sur votre antenne. Allez-y, vous êtes... En Saône-et-Loire, quand j'étais le président, j'avais un directeur général des services. Il s'appelait Boris Vallaud. Ah. Il est devenu député des Landes et il est maintenant le directeur général du groupe, enfin le président du groupe. Je lui demande d'avoir la même attitude qu'il a eue en Saône-et-Loire avec moi. C'est un brillant, c'est sous-préfet brillant. Je lui demande d'avoir la même attitude qu'il a eue en Saône-et-Loire, qu'il ait la même pour la France. Et on va réussir. Ensemble, la gauche, la droite, les bleus, les rouges, les verts, voilà, faut tambouiller les couleurs. Il y en a 2 que vous mettez pas Je les mets, ils ont leur place, ils sont élus. Il faut respecter les élus dans la vie. Ah oui, ils sont dans l'arc républicain, quoi. Non, RN mais et peu Français importe, il faut qu'ils participent. D'ailleurs, regardez, hein, les amendements, ils sont votés de part d'autres. Et quand vous dites, plus personne n'y comprend rien. Il faudra retourner aux urnes, mais à quel échelon? L'échelon des législatives avec une dissolution ou l'échelon présidentiel avec une démission du président? J'en sais rien. Il faut retourner aux élections. Donc normalement, il faudrait que le président, qui est arbitre, il ne devrait pas gouverner, le président, dans la Ve République. Il devrait présider. S'il préside, il est arbitre. S'il est arbitre, c'est ce qu'avait théorisé Michel Debré et le général de Gaulle. Quand ils ont fondé la Ve République, ça veut dire que quand il y a un blocage, un problème, il prend la décision de retourner aux urnes. La dissolution s'impose. Pour moi, elle s'impose. Voilà. Oui, surtout que les secteurs économiques n'aiment pas l'incertitude. Vous êtes bien placé pour le savoir. On va avoir un cap fiscal. On veut savoir où on va. Partout, c'est la catastrophe. Hein. Voilà. Franchement, sur le plan économique, on est en train de perdre 1 point de croissance avec ça. Ah oui, carrément. À peu près, oui. Enfin, je suis pas macroéconomiste, mais je le sens pas bien. Hein. Donc pour ça, il faut redonner confiance. Pour redonner confiance, il faut que les Français s'expriment. Mais on n'est pas sûr d'avoir un résultat plus clair. Je suis pas sûr que les programmes soient aussi clairs à l'eau de roche qu'on pourrait l'imaginer. Mais au moins, les Français pourront se prononcer avec des accords. S'il n'y a pas de majorité, ça ne change rien. On sera toujours dans une situation compliquée. Je ne sais pas s'il n'y aura pas de majorité. Les Français peuvent décider qu'il y en ait une. Oui, ils peuvent faire. C'est leur responsabilité aussi. Oui. C'est leur responsabilité. Quelle qu'elle soit. La majorité, moi, quelle qu'elle soit. Moi, c'est plus mon sujet. Oui, mais on ne me ferait pas dire, voilà, c'est pas mon sujet. C'est aux Français de dire. Je ne suis qu'un Français parmi 67 millions, monsieur. Mais ici, au salon du Made in France, salon de l'artisanat, tous les gens avec lesquels nous discutons, on nous dit c'est un problème de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le problème principal des Français, c'est ce qu'on achète, ce qui nous reste, même pas à la fin du mois, c'est au 15 ou au 20 du mois. Donc ce pouvoir d'achat, on le retrouve comment? En travaillant plus ou en augmentant les salaires comme on l'entend aujourd'hui dans le discours politique? Il y a des secteurs où on peut augmenter les salaires, ceux qui sont prospères, et des secteurs où on ne peut pas. Donc il faut différencier les choses. Donc c'est la négociation. Maintenant, je vais vous dire une chose, le pays va continuer à s'appauvrir si on ne retrouve pas un bon niveau d'activité. Parce qu'il faut payer. Oui. Tout ce qu'on a, toutes nos dépenses. Donc on va se faire, c'est que le début des ennuis. C'est que le début des ennuis. Il faut avoir le courage de le dire. C'est la vérité. Mais qui doit le dire, ça? Le président, le Premier ministre, c'est leur boulot. Ils sont un peu dans le déni, non? Moi, voilà, je m'arrête là. Oui, ça, non, mais bien sûr. Faire de la popole, moi, c'est pas le mien. C'est plus votre problème. On vous reverra pas en 2027. Et alors, bien sûr que non.
Non, parce que ça... J'ai tourné la page, je suis maintenant engagé dans mes entreprises et ça me passionne. Je suis heureux, comme vous le voyez, monsieur Candebord. J'ai envie de déguster un bon plat de chez vous, monsieur Candebord. Il cuisine plus, il a tout vendu. Il faut quand même reconnaître que je vous trouve beaucoup plus joyeux et alerte que quand vous étiez dans le monde politique. Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Comme si vous étiez libéré. Oui, Ouais, bah totalement. oui, voilà. Non, mais des jeux politiciens, des... C'est ça qui est terrible. Pourquoi nos hommes politiques ne peuvent pas être Mais naturels? parce que vous n'êtes pas seul. Non, Vous êtes seul dans votre cuisine, moi je suis seul dans mes vergers. Bon, donc il n'y a pas de solution. Bah non, faut composer. Il y a monsieur machin, madame Bitu. Juste voilà. une dernière question qui revient régulièrement à travers toutes nos sorties, c'est le millefeuille administratif. L'administration qui tue aussi la France et qui l'empêche d'avancer. Vrai ou pas? Non, vrai. Non, mais ça, c'est pas un sujet nouveau. Hein. Non. Mais c'est un sujet qui s'est aggravé. Ah ouais, mais... Donc il va falloir résoudre. restructurer la décentralisation, forcément. Et il va falloir alléger toutes les procédures administratives. Nous avons en France 1000 systèmes, un millier à peu près, de systèmes d'autorisation préalable. Quand vous faites quelque chose, il faut demander l'autorisation à monsieur machin, la DREAL, le truc, le bidule, la DI machin, la DRIR, la DRAC, le truc. Bon, c'est le bazar. En tant que patron de PME, je peux vous dire que c'est vrai. Hein. C'est vrai. C'est 1000. l'enfer. Moi, je dis, à part les permis de construire et les problèmes de sécurité sur les sites chimiques, où là, c'est de l'autorisation, le reste, il faut le passer en déclaration préalable. Vous savez, il y a des maires qui vous disent, quand je curme les fossés de mon village, je suis obligé de demander l'autorisation à la police de l'eau, et si elle ne m'a pas répondu et que je le fais quand même, c'est du pénal. Pas possible. Donc, si vous voulez, on est obligé maintenant de faire confiance à la société et de faire confiance aux acteurs. Même si on fait des lois pour ceux qui fraudent. Mais ça, c'est très peu. Mais tous les autres, ils respectent les lois. Donc, il faut penser différemment l'action publique, vous voyez ? Merci. Et on peut le faire. Hein. Merci Arnaud Montebourg, la compagnie des amandes, si vous voulez. les amandes. Et le miel bleu-blanc Et ruche. le miel bleu-blanc ruche, bien sûr, qui est toujours là. Bonne continuation à vous. Merci à vous. Et vive l'amande française. Et s'il vous plaît, défendez encore mieux la France. Hein. Merci Arnaud Montebourg.